Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va faire un petit bilan de cette année du cinéma 2025. Où l'on va parler des films qui m'ont marqué, en bien comme en mal, même si on n'a pas énormément. Des films que j'ai adorés, ça, il y en a beaucoup. Mais aussi un petit peu de l'actualité de la chaîne. Alors, comme vous le savez, en 2024, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Non, vous inquiétez pas, je suis pas malade et autres. C'est juste que j'ai trouvé un travail, ce qui fait que j'ai un peu moins le temps de faire des vidéos. Après, j'en ferai toujours un. Surtout que non. Surtout que ça va bientôt s'arrêter là. Et non, oui, car un prochain cinémascope est prévu, est en finalisation d'écriture là. Les adaptations vont revenir avec cette fois une franchise. Oui, je sais, j'aime bien. Et on aura même le droit à un nouveau concept basé sur quelque chose de très courant dans le cinéma. Et cela depuis quelques années déjà. Je vais pas vous dire ce que c'est, puisque j'en ai déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos. Voilà, je vous invite à aller chercher par vous-même. Je suis drôle. Sinon, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire au sujet de moi et de l'activité de cette chaîne. Bien sûr, vous aurez le droit toujours à des reviews, des réactions à chaud. Bon, pas chaque film que je vais voir parce que sinon ça fait beaucoup à chaque fois. Mais bon. Maintenant, passons à ce petit bilan de cinéma. Et on va commencer en beauté avec le premier film que j'ai vu au cinéma en 2024. J'ai vu début janvier et qui s'intitule Poor Things, réalisé par Yorgos Lanthimos. Donc non, on ne le verra pas dans le top 10, puisqu'il occupe la noble place de numéro 16.
Et ce, malgré de nombreuses qualités. Ça veut dire qu'il y aura du lourd. C'est un film qui m'a permis de commencer l'année en beauté, tout en tout en tout en fantaisie, si je puis dire, comme l'héroïne qui découvre le monde et toutes ses joyeusetés. Oui, c'est un très bon film. Et si on veut parler du film du dernier film que j'ai vu en 2024, il s'agit de Planète B, d'Oléa Rapin. Et il aurait pu être dans ce top 10, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Il est 11e. Et oui. Un film français, 11e? C'est bizarre. Moi qui ne vous parle que de culture américaine ou italienne ou britannique, je parle pas beaucoup de français, de choses françaises. Et ben c'est un moment de vérité. Cette année, la France a fait de très bons films. Et quelques bouges aussi, mais bon. À vrai dire, il y a du bon et du moins bon. Je ne parlerai pas de ce film en détail, même si j'ai tout le temps d'en parler. Mais bon, ça fera une vidéo de 2 heures, voire plus. Et vu qu'on a parlé du, du bon, on va parler un peu du fond. Ouais. Alors, sachez que faut pas aller bien loin. J'ai déjà parlé de ce film sur cette chaîne, avec d'ailleurs un très beau déguisement. C'est bien sûr Madame Web. Et oui, je mets Madame Web là. Je sais, ça fait peur. Je sais. Désolé, hein, même moi j'y crois pas. Oh là là. Le seul film du Sonyverse que j'ai vu en dernière position. Mince alors. Ah, plus sérieusement, c'était vraiment un film de... Ouais, merde, on peut le dire. Hein. C'était pas un très bon film.
Oui, il y a pire, il y a pire. Oui, il y a pire en matière de films de super-héros. Je sais, hein. Je sais, j'ai vu The Flash. J'ai vu Steel. Ça fait déjà un moment que j'ai vu Steel, hein, donc merci. Mais bon, faut dire que ce film est ben, c'est déjà c'est pas gagné, hein. Quand faut faire un film dans l'univers de Spider-Man, mais en mentionnant pas du tout le nom de Parker. Genre, Cassandra Webb, son collègue, c'est Ben. Mais Ben comment? Hein? Il a rencontré May. Mais comment? Oh, il y a aussi Richard. Oh, mais attends, comment je vais appeler mon fils? Oh, je cherche bien. Bou, 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 bou. Vision. Oh, maman, elle me manque. Ouin, ouin. Oui, je suis très grossier. Et non, j'ai pas la haine. Haine. Le directeur de Sony qui défend le film, là. Ouais, il a flop parce que les critiques, ils ont été trop sévères. Et du coup, le public, il n'est pas allé le voir. D'ailleurs, ça a été un succès sur Netflix. Alors vous pouvez pas dire qu'il est nul. Pouh. C'était quoi cette défense en béton, hein, quand même? Non, c'était pas en béton, c'était en caoutchouc, hein. Excuse-moi, c'est pas en faisant un film bas budget complètement con qui, euh, qui va dans tous les sens et nulle part à la fois que ton film va marcher, hein. Ok, ça a marché pour Venom 2. Mais bon, au moins il y avait des scènes cool dans Venom 2. Oui, j'ai toujours pas vu Venom 3 déjà. Ah là là. Bon, après avoir poussé notre petit coup de gueule, je vais vous parler de... Ah bah non, ouais. Non, non, j'ai pas eu de déception cette année. J'ai pas eu de film sur lequel j'avais d'attentes particulières qui m'ont déçu. Tous les films que j'attendais bien, que j'attendais, m'ont hypé, m'ont fait vibrer. Bon, m'ont pas fait chialer, parce que la plupart c'était des gros blockbusters avec de l'action et de la comédie. Hein. Je pense notamment à Sonic 3, Kung Fu Panda 4 et Beetlejuice, qui sont deux bons films. Oui. D'ailleurs, dans mon top, Sonic 3 est une place devant Beetlejuice 2. Je sais même pas comment ça se fait.
Ça a dû être un miracle de la nature. Je l'avoue. Ah, ah, ah. En parlant de Kung Fu Panda 4, ça me fait penser au fait que cette année, j'ai aimé beaucoup de films d'animation. À vrai dire, l'année dernière aussi. Ah, mon top 1, c'était un film d'animation. Oui, oui, oui. Mais on peut parler aussi de grosses surprises. Et la deuxième plus grosse surprise, vu que la première est dans ce top, c'est Transformers One de Josh Cooley. Wouh, wouh, wouh. Oui, le réalisateur de Toy Story 4. Bah, quoi? On peut être réalisateur d'un bon film et faire un bon film. Un film Transformers sans humains, et qui parle de lutte des classes, de tyrannie, avec des blagues plutôt drôles et bien dosées, des scènes d'action à faire jalouser Michael Bay. Oui, je savais coup perdu pour Michael Bay. Hein. Désolé. Des dialogues vraiment, on va pas dire transcendants, mais intéressants. Un antagoniste qu'on adore détester. Ouais, hein, Sentinel Prime, désolé pour toi, mais t'es un connard. Ouais, excuse-moi, c'est le seul mot potable que je vois pour définir Sentinelle. Hein. C'est un connard. Bouh. Ah ah ah, je suis très drôle. C'est vraiment un excellent film. Un film que j'ai adoré. Du début à la fin. De la DA à la BO. Jusqu'au doublage. Oui, j'ai vu ce film en VF et en VO. J'ai pas lancé de débat entre les deux. Je m'appelle pas le roi des gorilles. Mais bon. Et voilà. Maintenant que j'ai parlé de du flop total, de ma grosse surprise et du premier film que j'ai vu en 2024 et du dernier, on va pouvoir entrer dans le top 10. Et oui, ça fait 20 minutes. Je sais, c'est beaucoup. Mais bon, ça va. Vous vous ennuyez pas.
Et pour commencer ce top 10, merveilleusement bien, nous allons parler de The First Omen, réalisé par Arkasha Stevenson, qui est un préquel à The Omen de Richard Donner, et qui nous raconte l'histoire d'une jeune américaine qui va en Italie pour devenir nonne dans un couvent, et qui va y découvrir des choses pas très joyeuses. Oui. Le pitch est semble annoncer un film un peu cliché. Mais non, pas du tout. C'est un film qui tente de reproduire l'horreur et le sentiment de malaise que l'on pouvait avoir en regardant The Omen, et qui y arrive tout en laissant sa propre patte. Si vous ne le savez pas encore, je suis un grand fan de films d'horreur. Et j'apprécie ce genre plus que tout. Ah, plus que tout, faut pas exagérer non plus. Hein. Je vendrai pas ma mère, je vendrai pas mes parents contre un film d'horreur. Je suis drôle. Non, désolé. C'est un excellent film d'horreur que l'on peut comparer à ce qui, pour moi, était le pire film de 2023, qui se passait lui aussi dans un couvent, et qui se terminait par des tonneaux de vin rouge déversés sur un démon. Oui. Oui, vous savez de quel film je parlais, là. La note 2. Ce fabuleux chef-d'œuvre. Avec uniquement des jumpscares et aucun mort. Bon. À vrai dire, dans The First Omen, là aussi, il y a très peu de morts. Et oui, c'était pas vraiment le problème de la note 2. La note 2, le problème, c'était qu'il y avait tellement de situations où certains personnages auraient dû mourir. C'est pas aurait pu, c'est aurait dû mourir. Mais je ne vais pas déblatérer toute ma haine envers la note 2.
Parce que sinon, on n'en aura jamais fini. Oui, je vous jure, hein. Ça va tout s'arrêter, vous inquiétez pas. Mais je le compare à The First Man pour une chose. La mise en place de l'horreur et la façon dont ça met mal à l'aise le spectateur. On n'a pas forcément besoin de jumpscare pour faire ça. Même si ce film en utilise. C'est le but d'un jumpscare de faire peur, oui. Mais on peut faire peur autrement. Le film d'honneur n'utilisait pas de jumpscare. Et pourtant, il mettait mal à l'aise. Il donnait envie presque de sortir de la salle. Mais bon. Voilà. En 9e position, on a le très bon Creation of the God, Kingdom of Storms, réalisé par Wershen. C'est un film chinois sorti en 2023 dans son pays d'origine, arrivé chez nous en février 2024 pour 2 jours et renouvelé en juillet après un très bon succès. Et franchement, oui. Ce film est une petite pépite. C'est un excellent film. Un seigneur... Oui. C'est un Seigneur des Anneaux chinois. Mais en aussi spectaculaire. Ça raconte l'histoire d'un jeune soldat qui se barre, oui, forcément, face à l'empereur qui est en fait le fils d'un des 4 seigneurs qui obéit au roi. Bah, c'est compliqué à expliquer, hein, mais bon. Il y a 50 intrigues, j'ai envie de dire. Oui et non. Bah si, il y a 50 intrigues. Hein, le démon renard qui prend l'apparence d'une jeune femme et qui charme le personnage qui va devenir l'antagoniste. Et l'antagoniste, que dire? Que dis-je? Le connard ultime. Bon. La place a été prise par Sentinel Prime, mais il est pas loin derrière. Cet antagoniste est un empereur autoritaire, arrogant, paranoïaque au point de croire que son fils va le buter. Et sadique à souhait,
notamment dans une scène que je ne voudrais pas trop spoiler, mais où il règle des comptes avec un adversaire. Et ce film est incroyable. Le premier plan de ce film nous annonce ce que ça va être. La tête plantée dans la neige, c'est vraiment incroyable. Dès les premières minutes, on nous montre un siège, le siège d'une forteresse, hein, pas le siège sur lequel je suis assis. Voilà. Ah ah ah. Rigolez, bordel de couilles. Qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance du film. Ce sera épique. Il y aura des morts. Beaucoup de morts. Et il y aura aussi quelques gags de gosses. Notamment une blague que l'on pouvait retrouver dans un certain film de 2023 avec un éléphant. Oui, oui, c'est une des scènes qui m'a fait aimer le film, oui, j'avoue. J'avoue, j'aime bien l'humour pipi caca, hein. Je suis un, je suis un public facile. J'ai le rire facile. Bon, pas avec des blagues beaufs. Bah heureusement. Heureusement, hein, pas avec des blagues beaufs. Non, franchement, Creation of the Gods, Kingdom of Stones est un excellent film que je vous conseille absolument. La bonne annonce du deuxième film est sortie il n'y a pas longtemps. Il me promet du lourd, du très très lourd. Ça veut dire ce que nous promettait la scène post-générique. Et heureusement, je sens on va se régaler avec ce film. Alors ensuite, en 8e position, nous retrouvons Here de Robert Zemeckis. Oh bah tiens. Oui, Robert Zemeckis qui a réussi à me reconquérir après le merdiocre remake de Pinocchio. Zemeckis, t'as fallu si longtemps pour revenir sur le devant de la scène. Avec un concept comme ça, pourtant. Un plan fixe. Il suffit d'un plan fixe
pour nous montrer la vie en général. Et pas qu'une vie, plein de vies. C'est un très bon film. Ah, personnellement, c'est vraiment une bonne surprise pour moi. J'ai pas regardé de bande-annonce de ce film. J'ai juste j'étais juste intéressé par son concept et par la façon dont Zemeckis allait l'utiliser. Il l'a très bien fait. Tom Hanks et Robin Wright sont incroyables dans leur rôle. Ils forment, on va dire, si j'ai bien envie de dire, le couple parfait. On ressent leur amour. On ressent leur force, leur déception, leur joie, leur tristesse. Et c'est vraiment incroyablement beau. C'est un des films qui m'a fait le plus pleurer au cinéma. L'un des films, oui. C'est pas celui qui m'a fait tomber, toutes les chutes du Niagara, mes yeux. En 7e position, un film où j'ai déjà fait une réaction à chaud dessus, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Oui, je sais, je suis fou. Je suis fou. C'est un très bon film. Heureusement. Encore une fois, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est tout ce qu'il faudrait pour décrire ce film. C'est magnifique. C'est très beau. Ça adapte plutôt bien le roman de Frank Herbert. Et ça nous laisse présager de grandes choses pour la suite, pour Dune Messia. Par contre, oui, ce que j'ai appris pour le 4e film, comme quoi Villeneuve ne serait probablement pas le réalisateur, me fait un peu peur. Parce que adapter les suites de Dune, ça va être vraiment compliqué. Surtout si le réal suivant va vouloir copier, entre guillemets, Villeneuve. Ça va vraiment être dur. Je souhaiterais une bonne chance. En 6e position,
nous trouvons un film français. Alors non, ce n'est pas un petit truc en plus, que je n'ai malheureusement pas vu. Alors si c'est pas celui-là, c'est un film avec Pierre Ninet qui s'intitule Le Comte de Monte Cristo et qui a été réalisé par Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. Non? Personne pour faire cette blague de merde? Ah bah ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, si on parle du film en tant qu'adaptation, bah ça fait un moment que j'ai pas lu le Comte de Monte Cristo. Donc je peux. Et je m'en souviens pas trop. Donc je peux pas dire ce que ça vaut au niveau du roman. Ah, au moins c'est clair. Mais en tant que film, uniquement en tant que film, c'est incroyable. C'est un très bon film. Suivre Pierre Ninet en Edmond Dantès, c'est vraiment en Edmond Dantès, c'est vraiment dantesque. Oh. Je me suis entraîné à faire cette phrase, mais bon, même là, j'y suis pas arrivé. Là, 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 je suis drôle. C'est un C'est un très bon film. Oui, je me répète, je sais, mais bon. Suivre Edmond Dantès, c'est incroyable. Suivre le parcours de sa vengeance, face aux trois hommes qui qui l'ont trahi, était incroyable. Franchement, je peux pas dire grand chose de plus sur ce film. Franchement, le Comte de Monte Cristo, je peux pas dire du mal dessus. La scène du repas dans le manoir est incroyable. La tension monte, la tension monte, la tension monte, puis pouf! On ne sait pas, la révélation est parfaite. Là, ça a joué sur, bah pas vraiment sur la diégèse, parce que certains des personnages savent ce qu'il y a à l'intérieur de ce mystérieux truc. Mais voilà. On a un final en apothéose avec un duel à l'épée incroyable qui, euh, qui n'a rien à envier aux trois mousquetaires, sorti l'année dernière. Ah bon? Si vous l'aviez oublié, hein, le Dumas cinématographique, univers a de beaux jours devant lui.
grâce à ces 3 films, bah heureusement. Heureusement. Encore une fois, les scènes sur l'eau sont, sont magnifiques et nous permettent d'observer les personnages faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire parler d'eux. Oui. C'est l'heure maintenant d'entrer dans le top 5. Et cette fois, plus de films français. Oui. Oui, il y en avait qu'un dans le top 10, je sais. Et c'est dommage, mais le numéro 11 et le numéro 12 sont français, mais il y avait tellement de bons films que j'ai pas pu faire autre chose. Et évidemment, hein, c'est qui le numéro 5? C'est un gentil film qui s'intitule Furiosa, a Mad Max Saga, réalisé par George Miller. Pum, pum, pum. Ah. Oui. Ce film, vous m'avez peut-être vu en tweeter quelques petits tweets. Vous avez dû lire ma critique sur Letterboxd, comme la majorité des films que j'ai regardés. Oui, je suis magnifique. Allez. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de Furiosa? Déjà que c'est un bon film. Bon. Si facile que ça, oui, je sais, hein. Simple et efficace. Un bon film. Ah. Un spin-off parfait pour un personnage parfait dans le film original. Alors, Furiosa, ça raconte l'histoire de, justement, Furiosa qui se fait capturer par Dementus incarné par Chris Hemsworth, aka Thor lui-même. Ouais. Et qui va grandir en temps. Et qui va grandir dans un monde
où la violence prend le pas sur tout. Elle qui avait connu le plaisir de manger des pommes et la sagesse de la place verte et de ses femmes, va malheureusement découvrir, la folie de l'homme, et notamment celle de Démentus. Mais aussi d'Immortan Joe. Eh oui. Car, après sa capture, elle va échanger sa place d'esclave pour aller avec Immortan Joe. Pour rejoindre Immortan Joe. Le beau gosse tyrannique. Bah. Quoi? Osez me dire qu'il est pas fou, hein, qu'il est pas tyrannique, ce méchant. Bah allez-y. Ah oui. Franchement, encore une fois, tout y est pour nous donner un grand film. Et George Miller nous a donné un grand film. On a des scènes d'action en veux-tu en voilà, du développement de personnages parfait, des acteurs au top de leur forme, que ce soit Alia Brown qui joue Furiosa en jeu enfant, ou Anya Taylor-Joy qui la joue une fois qu'elle est adulte et prête à se venger. Mais aussi Tom Burke qui joue le premier amour de notre jeune héroïne, Tom Burke, alias Pretogan Jack. Oui, je sais. Vous aimez les bons films. Moi aussi. Bon. Vous savez aussi que mes films préférés ne sont pas forcément des films d'action incroyables et subjugants. Bouh. Bouh. Et non. On a aussi des films un petit peu plus comment dire, modeste, mais aussi
très 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 incroyable. Je veux bien sûr parler du 4e film de ce top 10 2024, intitulé Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, réalisé par Ariane Louis XVI, joli nom de famille, et qui nous raconte l'histoire de Sacha, une jeune vampire qui est vraiment très sensible pour tuer. Un jour, ses parents en ont marre de devoir faire le boulot à sa place pour la nourrir et décident de lui enlever ses rations de sang. Ce qui met Sacha dans le beau drap. Elle va faire la rencontre de Paul, un jeune adolescent qui veut mettre fin à ses jours car il est un peu trop persécuté. Donc, qu'est-ce que ce film a de plus que les autres pour qu'il soit numéro 4? Bah déjà, de l'humour. Non, j'ai... Non, je vais pas parler... Je peux parler de l'humour par rapport à sa VO. Hein. De l'humour que l'on peut voir apparaître dès le début du film, quoi. Avec ce fameux clown qui a pas eu de chance, hein. Franchement. Il a habité... il s'est trompé un petit peu d'endroit. L'humour est présent tout au long du film. Afin de faire rire déjà. Oh oui, oh, ça sera drôle. Afin voilà, de nous rapprocher des personnages. On rit d'eux, mais aussi avec eux. Les deux sont possibles. Et c'est vraiment bien fait.
Les acteurs se débrouillent plutôt bien, surtout Sarah Monpetit, qui est incroyable dans le rôle de Sacha, qui veut absolument pas toucher devant des humains, mais aussi Félix-Antoine Bénard, qui est très touchant en ado cherchant à tout prix à mettre fin à ses jours. En ado paumé ne sachant pas du tout ce qu'il veut faire. La relation entre les deux personnages est vraiment incroyable. On sent tout de suite l'alchimie qu'il y a entre eux. On sait que chacun est là un peu pour régler le problème de l'autre. Bon. On a aussi les personnages secondaires, comme Sophie Cadieux, qui interprète la cousine de Sacha, et qui est beaucoup moins sensible, quoi. Qui nous fait de jolis meurtres, et qui amène vraiment le côté comique du film à son paroxysme. Franchement, c'est pas un film comme on en voit tous les jours. Vous voulez savoir un autre film qu'on voit pas tous les jours et qui est numéro 3 de ce joli petit bourbier? Oui, j'ai obligé de parler comme ça, je sais. Nous allons bien sûr parler de si, il est sorti en janvier. J'ai sorti une réaction à chaud dessus. C'est un film qui m'a fait chialer. C'est l'une des plus grosses surprises. C'est pas l'une en fait, c'est la plus grosse surprise de 2024. Il s'agit bien sûr de The Iron Claw, réalisé par Sean Durkee, avec Zac Efron qui joue Kevin Von Erich. Pourquoi j'ai pris un accent allemand pour faire ça? J'en sais rien, faudra me le dire. Donc l'histoire, c'est tout simple. Ce sont des frères d'une famille de catcheurs qui vont devoir affronter la vie à leur manière. Et c'est très triste. Je l'ai acheté en DVD et ça me fait chialer à chaque fois que je le vois. C'est pour ça que j'ai plus retouché. Non, je rigole. Et dire que j'avais dit en début d'année que ce film resterait numéro 1. Mais non. Mais non, 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 non. Et pourtant,
quand tu as un film qui m'a marqué comme ça, c'est pas possible de faire autrement. C'est un film incroyable, très touchant, qui montre pas la dureté de la vie, mais qui montre plutôt les conséquences du toujours plus. Le père autoritaire, joué par Fritz von Holt McCallany, c'est le personnage qui s'appelle Fritz von Erich, est violent, est prêt à tout pour que sa famille soit enfin digne du nom du digne d'être au moins champion du monde de catch. C'est ce qu'il espère le plus au monde. Et c'est son espoir, son objectif ultime, qui va pousser ses enfants à vivre une tragédie. Je sais pas si c'est clair. On a par exemple beaucoup trop de films nous font pleurer. Ces années, ce film a été vraiment une découverte totale. On peut bien sûr parler de la sacrée performance de Zac Efron, qui est incroyable dans le rôle de ce frère, de ce fils, qui veut donner le meilleur de lui-même pour montrer à son père qu'il est digne d'être de la famille von Erich. Franchement, cette histoire est vraiment incroyable. Je sais que c'est une histoire vraie. Et c'est ce qui rend le film encore plus tragique. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des morts. C'était pas la belle vie pour tout le monde. On peut parler aussi des scènes de catch qui sont très bien réalisées, qui nous mettent à mon avis, dans l'ambiance catch. Je connais pas trop bien, moi, l'univers du catch pour dire si c'était respecté ou pas. Mais on a vraiment de très bonnes scènes. Des scènes qui reflètent aussi les personnages. C'est truqué, mais pas que. Après avoir parlé d'une tragédie, on va
parler de quelque chose de plus joyeux. Joyeux, on peut y mettre un peu des guillemets, puisqu'on va parler du robot sauvage, réalisé par Chris Sanders. Et sorti chez nous en octobre. Oui, en octobre 2024. Tiens, il a fallu attendre octobre pour que The Iron Claw se retrouve à la 3e place. Après, c'est déjà un exploit. Hein. C'est bien. Alors, ça raconte quoi l'histoire de The White Robot? Alors, ça raconte l'histoire d'un robot qui s'appelle Rose et qui s'est malheureusement échoué sur une île où il n'y a absolument pas d'humains. Et qui va devoir prendre soin d'un oiseau mais aussi des habitants de l'île. Alors, à première vue, on pourrait dire que c'est un film écologique, dont on s'en fout totalement, blablabli, blablabla. Mais non. Je vous rappelle que c'est Chris Sanders qui a fait ce film. Chris Sanders, c'est le gars qui a co-réalisé Dragon et Lilo et Stitch. C'est le gars qui a vraiment fait de bonnes choses. Et qui nous a donné l'un des films d'animation les plus merveilleux de 2024. C'est un film pour petits et grands. Un film qui parle de notre relation à la nature et de nos émotions. Qui parle de l'amour que peut porter une mère à son fils. Ce film, c'est vraiment comment dire, comment dire, oui. C'est vraiment un des
C'est vraiment un film qui peut nous permettre de nous évader et tout en nous attachant au personnage principal, au personnage en général, que ce soit le robot, le renard, ou même le petit oiseau qui apprend à voler et qui découvre vraiment ses capacités. On peut aussi remercier Chris Bowers à la BO qui nous donne franchement une BO incroyable, qui nous plonge dans le film et qui fait remonter les émotions. Je pense surtout que c'est la BO qui fait que l'on s'émeut de ce qui arrive au personnage, de ce qu'il ressent. Mais pas que. La BO, combinez la BO et l'image et vous obtiendrez un mélange savoureux, prenant et incroyable. Si vous l'avez raté, c'est dommage. DreamWorks a fait vraiment un bon boulot avec ce film. Je n'ai pas vu de Pixar cette année parce que je me suis un petit peu lassé de la formule Pixar. C'est presque toujours la même chose. Ils ne se renouvellent pas. Élémentaire, c'était juste. Vice versa, mais avec les éléments. C'est un peu triste. Mais voilà. Alors, si je vous surprends pas, c'est que vous avez vu mon letterbox ou que vous me suivez sur X, où je parle beaucoup de ce film. Et oui, le numéro 1. Le top du top du top du top. Je vais parler du film qui m'a le plus marqué cette année. Du film qui m'a fait chialer, qui m'a fait rire, qui m'a émerveillé et qui a failli me remettre en dépression. Je veux bien sûr parler du Royaume des Abysses ou Deep Sea, réalisé par Tien Xiaopeng. Dur à prononcer. Ah oui. J'avais parlé de ce film aussi sur cette chaîne. J'en avais fait une réaction à chaud avec Dune 2, car il partageait exactement les mêmes qualités. Mais pour en revenir plus en détail, le Royaume des Abysses
n'a pas que des images magnifiques. Il a aussi un scénario incroyable. Une histoire belle qui nous touche. La première partie peut-être être tout ce qu'il y a de plus normal, mais c'est tellement bien fait qu'on oublie, qu'on se concentre pas sur ce qui est normal, mais sur ce qui est bien. Et non, ne montrez surtout pas ce film à vos enfants. Ou en tout cas, pas s'ils sont hypersensibles. Non, même, ne regardez pas ce film si vous êtes hypersensible. La deuxième partie risque de vous surprendre. C'est pas un film pour enfants, parce qu'on regarde la deuxième partie. Ce film a pris plus de 5 ans à être fait. 5 ans. Plus de 5 ans pour nous donner un résultat comme celui-là. Ça vaut le coup. Les personnages sont attachants, sont marrants à suivre. On les aime beaucoup. On partage la dépression de notre héroïne. On rigole des conneries du chef. On s'amuse, on découvre le monde, on découvre cet univers. Franchement, ce film est incroyable. Je vous le recommande à 200%. Ce film, il faut absolument le voir. Oui, c'est ce que je dis d'à peu près tous les films que je regarde. Je l'avoue. Mais faut pas oublier que je suis un passionné de cinéma. Et ça depuis que je suis gosse. Depuis que je suis gosse. C'est avec le cinéma d'animation que j'ai découvert le cinéma. C'est avec le cinéma d'animation que j'ai pu aller m'évader partout. M'évader sur des planètes incroyables, inconnues. En cherchant un trésor. Me marier avec un dragon. Et un humain qui s'entendent à merveille. Faire peur à des monstres.
qui vivent de nos cris. Ce film me rappelle pourquoi j'aime le cinéma d'animation. Parce qu'avec le cinéma d'animation, tout est possible. Et souvent, c'est le meilleur. Bon. On a fini avec ce petit bilan de 2024 qui s'est annoncé, qui s'est révélé être très passionnant, très passionnant, très passionné et très passionnant. Bien sûr, je continuerai à avoir des films en 2025. Que ce soit des gros blockbusters, des films peu connus, ou des films français. Le cinéma sera toujours là pour moi, quand j'en aurai besoin ou pas. Oui. Je vous souhaite tous une bonne année de cinéma. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.